Bonjour à tous. Namasté. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas préparé une présentation sur le yoga. D'ailleurs, là, ça se voit sûrement, mais je suis très stressé. Alors, comment j'ai largué Apollo Server pour GraphQL Yoga? Dans cette présentation, j'aimerais vous faire un retour d'expérience sur une migration de Apollo Server vers GraphQL Yoga. Est-ce que GraphQL Yoga est une alternative viable à Apollo Server? Est-ce que c'est simple de migrer de l'un à l'autre? Yoga nous fait de belles promesses, notamment en termes d'extensibilité. Donc, est-ce que ces promesses sont tenues? On va essayer de répondre à ces questions. Donc, je suis Nicolas Lepage, je suis dev et formateur à Zénith à Nantes. Je remercie le DevFest de m'accueillir encore une fois. Et je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette présentation et qui se reconnaîtront. Alors, cette migration de Apollo Server vers GraphQL Yoga, c'est un POC que j'ai réalisé sur un projet. Ce projet il est développé par Zénith à Nantes. Il est développé depuis 2017 avec une petite équipe, une relativement petite équipe qui a varié, on va dire, une taille allant de 2 à 4 développeurs. C'est quelque chose qu'on développe pour l'Institut catholique de Vendée. C'est une école privée d'études supérieures, comme une fac privée. Voilà. Ils ont des licences, des masters. Ils ont un peu plus d'un millier d'élèves. Et on développe une application de gestion qui est à destination des équipes support de l'école. C'est une application qui est utilisée par le service de comptabilité, le service des examens, le secrétariat des étudiants, etc. Pour ce qui est de l'architecture technique de ce projet, on a des front-ends qui sont codés en React. Ces front-ends, ils utilisent Apollo Client pour interroger notre API GraphQL. Au départ, cette API GraphQL s'appuyait sur des microservices. Et on s'est vite rendu compte qu'une architecture microservice comme ça, avec le GraphQL qui fait office de back-end for front-end, c'était inadapté pour une petite équipe. L'overhead de cette architecture en fait, est beaucoup trop fort et demande un temps de développement plus élevé. Donc on est revenu à l'architecture que vous voyez ici, qui est une architecture avec une API GraphQL monolithique. Elle répond aux besoins de tous nos front-ends. Et puis, elle est connectée directement sur notre base de données Postgres. Alors, je précise qu'on déploie tout ça sur un Kubernetes qui est managé chez Google Cloud, sauf le Postgres qui, lui aussi, est managé du coup, chez Google Cloud. Mais voilà, sinon, l'API et nos front-ends sont déployés dans un cluster Kubernetes, la machine de guerre. Un petit rappel sur GraphQL. GraphQL, c'est quoi? C'est un langage de requêtage. Donc là, vous avez un exemple de requête sur la gauche. Ce langage de requêtage, il permet de décrire assez finement, il permet au client de décrire assez finement les informations qu'il souhaite récupérer du serveur. Donc là, on voit qu'on récupère un étudiant, son prénom, son nom, ainsi que ses notes, et puis pour chacune des notes, la matière associée, etc. Côté serveur, on a un schéma qui permet de décrire quelles sont les opérations possibles sur notre API. On a différents types d'opérations. On a les queries qui sont donc des opérations de lecture et on a les mutations qui sont des opérations d'écriture. On a aussi un troisième type d'opération qui sont les subscriptions qui permettent aux clients de souscrire à des événements qui proviennent du serveur. Alors le schéma, il permet plusieurs choses. Il permet de valider les requêtes qui proviennent des clients pour vérifier qu'elles ne demandent pas des champs inexistants, etc. Et donc voilà, pour cette partie-là. Et GraphQL fournit aussi un environnement d'exécution côté serveur. On va s'appuyer sur un moteur GraphQL, et nous, en tant que développeurs, on va surtout implémenter des resolvers, donc qui sont des fonctions qui savent comment récupérer la donnée. Et tout cela fait l'objet
d'une spécification open source. Donc ça, c'est plutôt un gros avantage, puisque ça veut dire que si on change de framework GraphQL, ou même si on change de langage, normalement, le fonctionnement est un petit peu toujours le même. Alors, revenons à notre projet. Notre API GraphQL, pour vous donner une petite idée, on va dire que c'est une API de taille moyenne, vue de l'extérieur. Son schéma comporte environ un petit peu plus d'une centaine de queries, un petit peu plus d'une centaine de mutations. On a quelques subscriptions pour pimenter un petit peu tout ça. On a des uploads de fichiers. Donc ça, ça représente une petite contrainte technique supplémentaire puisque ça s'appuie sur du multipart en général. Et puis, eh bien, elle a d'abord été implémentée avec Apollo Server V1 quand elle a été créée en 2017. Et puis, elle a été migrée sur Apollo Server V2, sur lequel elle est restée depuis. Il y a eu des nouvelles versions d'Apollo, mais on est resté sur Apollo Server V2. Alors si on replace un petit peu tout ça justement dans l'historique des versions de Apollo et puis de Yoga, on va commencer à parler de Yoga. Apollo Server V2 est sorti mi-2018 et on a fait la migration tout de suite sur cette version-là. Il faut savoir qu'il y avait déjà, voilà, le Yoga a eu une première existence, une première vie en 2018-2019, mais ce n'est pas le même projet que celui dont je vais vous parler aujourd'hui. À l'époque, c'était un petit projet open source qui était déjà une alternative à Apollo Server avec tout ce qu'on s'attend à trouver dans un serveur fully featured, c'est-à-dire les uploads de fichiers, les subscriptions, un playground qui fonctionne, etc. On avait hésité à passer dessus, mais Apollo V2 est arrivé avec le même set de fonctionnalités, et donc on a plutôt migré sur Apollo V2. Yoga V1, il a été maintenu pendant un temps, et puis il a fini par mourir aux alentours de 2019. En 2020, il ne s'est pas passé grand-chose. Et Apollo V3 est sorti mi-2021, et on n'a pas migré dessus, en partie par manque de temps, et puis aussi parce qu'ils ont fait des choix. Ils ont retiré certaines fonctionnalités qui étaient présentes d'emblée en fait, dans Apollo V2. Je parle notamment des uploads de fichiers et des subscriptions sur WebSocket. Et donc, ça représentait du coup pour nous un coût de migration un petit peu élevé. Et donc, on n'est pas passé sur Apollo V3. Et enfin, début 2022, est arrivée une nouvelle alternative à Apollo, donc Yoga V2. Donc, les créateurs de Yoga V2, ils ont simplement repris le nom Yoga, mais ils sont repartis de zéro. Ils ont repris le repo GitHub, et voilà. Pour ce qui est des dernières actus, parce que ça a un petit peu bougé là, donc Yoga V3 pour l'instant il est en bêta, et on a Apollo Server V4 qui est sorti la semaine dernière. Avant de vous parler de Yoga, je vais devoir vous parler d'un petit projet qui s'appelle Envelope. C'est un projet qui a été démarré début 2021 par les mêmes personnes que ceux qui font GraphQL Yoga. Il a vu sa première release majeure en juillet de la même année, et l'idée, GraphQL Envelope se présente comme le système de plugins manquant pour GraphQL. L'idée d'Envelope, c'est de faire des plugins qui soient utilisables avec n'importe quel framework GraphQL. Donc typiquement, ça devrait pouvoir être utilisable avec du Apollo, avec du Express GraphQL ou avec je ne sais quoi encore. Envelope doit être aussi utilisable avec n'importe quel schéma. Alors ce qu'on veut dire par là, c'est que quelle que soit la manière dont vous écrivez votre schéma, est-ce que c'est du schema first, est-ce que vous le générez, est-ce que c'est un schéma distant parce que vous faites du schéma stitching, etc. Voilà. Peu importe la manière dont vous récupérez, dont vous construisez votre schéma, Envelope doit pouvoir travailler avec. Et enfin, dernier point très important, Envelope doit pouvoir travailler avec n'importe quel framework HTTP. Et ça va plus loin que ça, c'est qu'en fait, Envelope ne connaît pas HTTP. Peu importe la manière dont la query GraphQL est véhiculée, lui, on lui donne l'objet qui contient l'objet JavaScript qui contient la payload de la query GraphQL, et voilà, il va s'en débrouiller. Alors, si on regarde un petit peu plus dans le détail, Envelope, ce n'est pas un moteur GraphQL. Il va utiliser un moteur GraphQL, et lui, il va simplement venir envelopper, wrapper le pipeline d'exécution de la query GraphQL. Et il va permettre à des plugins de venir se hook dans les différentes phases de ce pipeline d'exécution. Donc les trois grandes phases du pipeline d'exécution d'une query GraphQL, c'est le parsing, la validation contre le schéma
Et puis enfin, la phase d'exécution, donc qui peut prendre deux formes. Hein. Soit on est sur une query, une mutation, donc là c'est vraiment de l'exécution, soit on est sur de la subscription, donc là c'est un truc qui vient un peu plus sur le long terme. Enveloppe, si vous allez sur le site web d'Enveloppe, vous allez trouver un hub de plugins qui fournit tout un tas déjà de plugins de base. On trouve donc tous ceux qui sont symbolisés par des petits bonbons, là, le logo avec les petits bonbons, ça, ce sont vraiment les plugins core qui sont maintenus par les développeurs d'Enveloppe. Et on trouve aussi déjà quelques plugins qui sont basés sur des services externes. Donc là, on voit du Datadog et du Sentry, par exemple, pour faire un peu du monitoring ou du traçage, etc. Le hub n'est pas encore hyper fourni. On n'a pas des centaines et des centaines de plugins, mais c'est déjà un début. On peut également construire nous-mêmes nos plugins. Donc pour ça, Enveloppe nous fournit une API qui va nous permettre de venir se brancher sur le cycle de vie, sur le cycle de vie de ce plugin. Donc, on va distinguer deux gros types de hooks. Il y a les hooks d'initialisation avec le onPlugin init qui, celui-là, est très important. Parce qu'en fait, il va permettre à un plugin d'ajouter d'autres plugins. L'idée, c'est que les plugins soient composables, en fait. On va pouvoir construire notre petit plugin à nous, simplement en faisant de l'assemblage d'autres plugins de base, qui sont disponibles dans le hub ou ailleurs, d'ailleurs. Le hook onSchemaChange, celui-ci va être appelé à chaque fois que notre schéma change. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre, mais justement ça c'est quand on travaille avec du remote schéma, un schéma qui provient d'un serveur distant par exemple, il se peut que le schéma soit mis à jour au runtime. Donc cet événement-là va se déclencher. Et on verra tout à l'heure que moi je suis tombé dans un petit piège avec ce hook-là. Et ensuite il y a surtout les hooks les plus importants qui font partie du pipeline de requêtes. On retrouve nos trois grandes phases, le onParse, le onValidate et le onExecute. Et on voit que Enveloppe ajoute quelques hooks supplémentaires. Il y a le onEnveloped, là ça correspond au hook d'initialisation du pipeline de requêtes. Et il y a le useExtendedValidation. Alors on voit que dans son nom, ce n'est pas vraiment un hook. En fait, c'est un plugin de base qui est fourni par Enveloppe. Mais ça permet de formaliser une phase de validation étendue qui intervient après la construction du contexte et qui permet de faire de la validation plus poussée qui s'appuie sur ce contexte, justement. Donc voilà un petit peu pour le cycle de vie des plugins Enveloppe qui va nous permettre de construire un petit peu, de venir se brancher pour étendre le comportement de nos serveurs GraphQL via ce système. Maintenant, la question, c'est comment construire un serveur, une API GraphQL avec Enveloppe. Donc, on va prendre un petit exemple, volontairement sans framework HTTP, avec du node HTTP, tout simple. La première chose qu'on fait, c'est appeler Enveloppe et lui fournir notre liste de plugins. On lui fournit le moteur GraphQL, on lui fournit notre schéma, et puis là, on lui fournit deux plugins de base qui permettent d'activer du cache sur les phases de parsing et les phases de validation. Pour l'instant, ça va, c'est relativement simple. Il nous renvoie une petite fonction getEnveloped. Cette fonction getEnveloped, on va pouvoir l'appeler quand on veut démarrer un pipeline d'exécution pour une query GraphQL. Donc, on démarre la construction de notre petit serveur HTTP, et dès qu'on reçoit une requête, eh bien, on appelle getEnveloped, on lui fournit on a la possibilité de lui fournir un contexte GraphQL déjà initial pour ce pipeline d'exécution. Donc en général, effectivement, la plupart des frameworks GraphQL mettent la requête HTTP dans le contexte GraphQL. Donc là, c'est ce qu'on fait. Et en retour, getEnveloped nous renvoie les fonctions qui vont nous permettre de dérouler à la main l'exécution de notre query GraphQL. Le parse, le validate, le execute, etc. On a le context factory qui est responsable de construire le contexte. Et donc, c'est dans la phase suivante que là, ça commence à devenir très, très bas niveau, très, très chiant. Et encore, j'ai enlevé du code. Il y avait des try-catch en plus et tout. Donc, voilà. Donc, on voit que Enveloppe est clairement trop bas niveau pour être utilisé tel quel.
Et donc, enter GraphQL Yoga, qui lui a été démarré à peu près 1 an plus tard, début 2022. Donc, comme je vous le disais, hein, aucun lien avec Yoga V1. Ils ont juste repris le repo GitHub et le nom. Sa première version majeure est arrivée fin mars, et actuellement, il est la V3 est en bêta. Pardon. Donc, c'est un serveur fully featured, hein, au même titre qu'Apollo Server. Il arrive avec des subscriptions qui marchent out of the box, avec des uploads de fichiers qui fonctionnent sans ajout de dépendance, et puis avec un playground, évidemment, le playground GraphQL, hein, qui n'est pas le même que celui de Apollo Server. Apollo a son propre playground. Et évidemment, il y a la promesse d'extensibilité dans Yoga, puisque Yoga il est construit autour de enveloppes. Donc on va pouvoir brancher tous nos plugins enveloppes dans le GraphQL Yoga. Enfin, il est facile à mettre en place. Hein, vous savez, c'est un petit peu la même chose qu'avec le New Apollo Server. Là, ça va être un petit peu pareil. Et puis, il y a un dernier point qui est important sur Yoga. Il y a vraiment une volonté sur ce projet de ne pas avoir d'adhérence à tel ou tel framework HTTP. Donc, on va pouvoir le déployer sur tout type d'environnement. Ça peut être du Node, on peut utiliser du Express, du Koa, mais ça peut être aussi du Deno, ou alors ça peut être plutôt des environnements cloud, comme des Lambda AWS, du Cloud Run, et il y a même la possibilité de faire tourner GraphQL Yoga dans des environnements SSR, comme du Next.js, par exemple. Oui, une petite parenthèse, ils avaient fait l'erreur, on va dire, dans GraphQL Yoga V2, de faire un petit peu différentes versions de packages. Donc il y avait Yoga Node, et puis un Yoga spécifique, on va dire, plus environnement cloud, etc. Ils sont revenus en arrière en Yoga V3, et ils ont vraiment une API unique qui fonctionne avec tous les environnements. Donc là, tous les exemples de code que je vais vous montrer, c'est l'API Yoga V3. Donc si on veut démarrer notre petit serveur GraphQL Yoga, voilà comment ça se passe. On appelle la fonction createYoga, on lui donne notre schéma, on lui donne les plugins qu'on veut brancher dans notre API GraphQL. Donc là, on a mis GraphQL JIT, qui permet d'améliorer les performances de la phase d'exécution. Faut savoir que le Use Validation Cache, le Use Parser Cache, ils sont d'emblée mis par Yoga. Hein. Il met quelques plugins de base. Il y a un setup, on va dire, un petit peu intelligent d'entrée. Et ce qu'on voit, c'est que l'objet Yoga qui est renvoyé par createYoga, eh bien, on peut simplement le donner au createServer de node HTTP. Donc voilà, malgré l'absence d'adhérence finalement avec un tel ou tel framework HTTP, ça reste hyper facile à mettre en place, comme on peut le voir. Alors, on en revient à mon projet. C'est bien gentil de démarrer un petit serveur Yoga comme ça pour faire Mumuse, mais moi j'ai eu envie de voir si je pouvais utiliser Yoga sur un vrai projet. Alors je me suis dit, si c'est décidé, je largue Apollo Server. Alors très bien. Je vais dans la doc de Yoga, je cherche. Oui, il y a une page migration depuis Apollo Server, très bien. On me montre comment remplacer Apollo Server par Yoga avec un petit diff. Présenté comme ça semble pas compliqué, ça va, ça devrait aller. Donc voilà, on voit que je remplace le New Apollo Server par le createYoga, les plugins apparaissent. Vraiment hyper simple. On me propose également des solutions si j'ai une intégration avec un framework HTTP existant. Donc c'est mon cas, moi j'utilise du Koa. Donc ce n'est pas beaucoup plus compliqué, il y a quelques lignes de code à ajouter pour être compatible avec Koa, mais ça va, ça se passe bien. Bon, d'accord. Mais moi, avec mon projet qui a 5 ans d'existence, vous doutez bien que ça ne va pas être si simple. J'ai sur mon projet des directives custom. Donc déjà, je ne sais pas trop comment ça va se passer pour intégrer ces directives custom avec Yoga. Mes subscriptions, là, la doc m'en a pas parlé. Donc est-ce qu'elles vont tomber en marche ou pas? Je ne sais pas trop. J'utilise du batching HTTP. Et puis, j'ai aussi des trucs un peu bizarres dans mon projet. J'ai des résolveurs qui sont des fonctions génératrices. On y reviendra. On va commencer par mes directives custom. La première d'entre elles, c'est la directive, enfin, les premières d'entre elles, ce sont les directives custom qui me permettent de gérer mon authentification. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai une directive add_permission que je mets sur le type query et qui me permet déjà de définir les permissions de base qui vont être héritées du coup par tous les champs de mon type query.
Donc tous les résolveurs de premier niveau auront les permissions de base. Ensuite, je peux override justement ces permissions en mettant du add permission plus finement. Donc là, voilà, pour restreindre par exemple aux admins la lecture des utilisateurs. Je peux aussi rendre avec ma petite directive add public des résolvers publics, donc cela, il n'y aura même pas besoin d'être authentifié pour y accéder. Pour faire fonctionner ces directives, je m'appuie pas vraiment sur Apollo Server, je m'appuie sur GraphQL Tools. C'est implémenté grâce à un petit outil qui s'appelle MapSchema, qui permet de passer le schéma à la moulinette pour un petit peu l'étendre, lui ajouter des choses, le modifier, etc., etc. Anciennement, c'était fait avec les Schema Directive Visitor, et d'ailleurs sur mon projet, c'est toujours les Schema Directive Visitor. Je préférais vous mettre des exemples de code avec du MapSchema, parce que le Schema Directive Visitor, c'est très très déprécié. Normalement, ça fait longtemps qu'on ne l'utilise plus. Voilà. Donc moi, ça a fait partie de ma migration, de passer de l'un à l'autre. Donc si on se concentre un petit peu voilà, sur mon MapSchema, l'idée, ça va être de lire déjà les informations des directives qui sont appliquées sur mon schéma, et puis eh bien, de venir wrapper les résolveurs, chacun des résolveurs dans une petite arrow function, qui va d'abord eh bien, récupérer le user qui aura été mis au préalable dans le contexte. Donc il est mis par la fonction de contexte que je donne à Apollo Server. Et puis cette fonction, elle va faire les vérifications de permission. Et si tout est OK, eh bien, elle va appeler le vrai résolveur pour démarrer son exécution. Alors c'est un petit peu malaisé, le vrai code est un petit peu plus compliqué que ça, parce que comme il y a le système d'héritage depuis les types vers les champs, eh bien, il faut arriver à compiler toutes ces infos finalement avant de dire est-ce que je wrap le résolveur, est-ce que je ne le wrap pas. Si je l'ai wrappé, c'est un peu dur de revenir en arrière. Et puis moi, je n'aime pas trop en général, je préfère éviter de wrapper les résolveurs parce que si on le fait plusieurs fois, pour différentes raisons, eh bien, il faut le faire dans le bon ordre, etc. Et puis là, il y a quand même un défaut, c'est que la vérification de mes permissions, elle se fait vraiment au moment de l'exécution. C'est-à-dire que là, quand je vérifie les permissions d'un résolveur, en fait, il y a déjà plein d'autres résolveurs qui se sont potentiellement déjà exécutés. Ma phase d'exécution a vraiment démarré, quoi. Alors, l'approche d'enveloppe, là, pour répondre à ce type de besoin, eh bien, c'est le plugin UseGenericAuth. Ce plugin, il a différents modes de fonctionnement. Celui qui va nous convenir, c'est le mode Protect Granular, celui qui apporte le plus de flexibilité. Je vais pouvoir m'appuyer sur des directives si je veux, sur des informations différentes si j'ai envie. Et puis, je vais devoir fournir eh bien, deux choses à ce plugin. Une fonction qui va résoudre les infos de mon utilisateur. Et j'ai la possibilité de fournir une fonction custom qui va valider les permissions. Ça va changer pas mal les choses, puisque je vais quand même devoir garder mon MapSchema, mais l'approche va être assez différente. Je ne vais plus wrapper mes résolveurs maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire les infos de mes directives et je vais les consolider, dans mon cas, dans un champ d'extension. Ça, c'est quelque chose qui est présent en fait, dans la lib de base GraphQL.js, mais qui n'est pas très, très connu. Sur chacun des éléments du schéma, il y a un champ extension qui permet de stocker des données un petit peu custom. Justement, c'est fait pour ajouter des comportements non prévus dans le standard GraphQL. Donc là, moi, dans l'extension de chacun de mes champs, eh bien, j'ajoute un champ permissions qui décrit quelles sont les permissions nécessaires pour accéder à ce résolveur. Et donc ça devient un petit peu plus simple, parce que quand c'est ma directive publique, eh bien, ce que je fais, c'est que je le supprime, ce champ permissions. Je dis il n'y a pas besoin de permission. Quand j'ai une directive permission qui est sur un champ, donc un truc un peu plus fin, eh bien, je viens écraser les permissions qui avaient été héritées du parent. Là, le code il est déjà beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Deuxième étape, il va falloir que je configure mon plugin UseGenericAuth. Donc, ce qui peut être cool, c'est de le wrapper dans un petit plugin UseCustomAuth à moi. Comme ça va contenir un petit peu ma fonction ResolveUserFN, ma fonction ValidateUser, avec toute la configuration bien comme il faut. Et là, j'ai fait une première erreur quand j'ai voulu faire ça. Je me suis dit, mais attends, j'ai mon plugin UseCustomAuth, je vais aussi me hook sur le onSchemaChange pour faire mon MapSchema
et ajouter, consolider mes informations de permission sur mes résolveurs. Alors il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas utiliser le hook de onSchemaChange pour ça, parce que si vous avez un plugin qui le fait, tout va bien. Mais si vous avez deux plugins qui utilisent cette technique, eh bien, quand ils remplacent, ils vont chacun remplacer le schéma, chacun à leur tour, et ça crée une boucle infinie. Et voilà. Donc ça n'a pas du tout été prévu pour ça. Et plus généralement, Envelope, en fait, n'a pas été prévu pour étendre le schéma. Il a été prévu pour wrapper le pipeline d'exécution. On lui donne le schéma tout prêt. Donc voilà, ça, on évite. Donc au final, pour brancher tout ça dans mon petit serveur Yoga, voilà, je vais, avant de donner le schéma à Yoga, le passer dans ma fonction add-extension qui consolide mes informations, et puis ensuite j'ajoute mon plugin useCustomAuth qui se sert de ces informations. Donc il y a pas mal. L'un des avantages ici quand même, c'est que j'ai aussi colocalisé, on va dire, la résolution des infos de mon user, qui avant était dans la fonction de contexte, un peu avec plein d'autres choses, et la validation justement de ces informations. Là, tout est contenu dans mon plugin useCustomAuth. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Et deuxième gros avantage, eh bien, c'est que le plugin useGenericAuth, lui, il s'exécute au moment de la phase de validation étendue, quand la phase d'exécution n'a pas encore démarré. Donc si le client demande un champ qu'il n'a pas le droit de lire, eh bien, tout s'arrête avant de démarrer la phase d'exécution. Donc pour mon authentification, OK. J'ai un deuxième type de directive custom, ce sont les directives CRUD. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu un petit peu ce type de directive. Souvent, les exemples qu'on voit, c'est les @REST qui permettent de brancher des résolveurs directement sur un endpoint REST. Nous, on a un petit peu la même chose avec cette directive CRUD qui nous permet de brancher des résolveurs. Alors là, c'est plutôt pour les résolveurs qui sont simples, par exemple, qui chargent une entité par identifiant, de les brancher directement sur un repository. Donc on donne le nom du repository, on donne la méthode à appeler et on décrit les arguments qui doivent être donnés à cette méthode. Et voilà, ça nous évite d'avoir à implémenter le résolveur en JavaScript. Et ça, pareil, ça colocalise finalement la déclaration de ce résolveur et son implémentation. On voit tout d'un coup. Et bien finalement, pour ça, il n'y a pas vraiment de migration, puisque Yoga et Envelope ne peuvent pas nous aider. Ça, c'est vraiment de l'extension de schéma. Donc encore une fois, je vais faire appel à mon map schema. Et je vais pouvoir, du coup, on sent qu'il va y avoir un petit helper à faire pour pouvoir chaîner les extensions de schéma. Mais voilà, je vais pouvoir simplement faire un add CRUD resolvers, add auth extension sur mon schéma. Et là, l'ordre est plus important puisque mon add auth extension, comme il ne wrappe pas le résolveur, je n'ai pas de possibilité de me tromper dans l'ordre d'exécution de mes maps schema. C'est tout pour mes directives custom. Alors, Yoga nous promet des subscriptions out of the box. Alors, qu'en est-il? Eh bien, déjà, la première question quand on parle de subscription, c'est quel protocole on va utiliser. On a en gros deux choix. On a les subscriptions over WebSocket et les subscriptions over SSE, Server Sent Events. Il y a des pour et contre des deux côtés. Les WebSockets, c'est un protocole en plus de HTTP qui est un petit peu plus évolué puisqu'il est vraiment bidirectionnel. Les SSE, eux, s'appuient sur HTTP et ils ont une réputation d'être assez limités techniquement, notamment en termes de nombre de connexions entre le client et le serveur. Le choix de Yoga, ça a été de dire, nous, on supporte que du SSE, par défaut. Et ce qu'il nous dit, c'est que en fait, SSE fonctionne très très bien. Il n'est pas limité techniquement si on fait du HTTP2. Donc ils nous disent, voilà, vous n'avez qu'à faire du HTTP2. Bon. Non, en vrai, pourquoi ce choix? Je pense que de leur côté, c'est un choix pour garder la simplicité dans Yoga. Et ils sont un petit peu obligés de le faire pour pouvoir garder leur promesse de compatibilité avec tout type de framework HTTP. Si vous commencez à utiliser des WebSockets, vous ne pouvez plus vous déployer dans du Cloud Run ou des Lambda AWS, etc. Parce qu'il y a des limites dans ces environnements-là. Il est toujours possible de remettre en place un fonctionnement avec des WebSockets en s'appuyant sur la lib qui s'appelle GraphQL WS. Mais voilà, ça fait du code en plus, ce n'est pas forcément hyper facile.
Mais bon, c'est documenté dans la doc de GraphQL Yoga. Qui dit subscriptions dit également mécanisme de pub-sub, puisque en général, ce sont de mutations qui vont générer des événements. Elles vont les publier sur des topics de notre bus de messages. Et les clients qui font des subscriptions pourront recevoir ces événements en faisant un subscribe sur ce bus. Bon. Apollo fournit, lui, un mécanisme de pub-sub out of the box. Il était intégré directement dans Apollo Server en V2, et il a été mis dans un petit package à part en V3, mais voilà. Et Yoga, eh bien, fait la même chose. On a directement dans GraphQL Yoga un petit mécanisme de pub-sub à disposition. L'API est légèrement différente, donc on voit que pour créer le bus ici, bon, voilà, il y a juste un petit diff pas méchant. Pour ce qui est de la publication d'événements côté mutation, bonne nouvelle, en fait l'API elle ne change pas du tout. On appelle pubsub.publish avec les mêmes arguments. En revanche, côté souscription, il y a un diff un petit peu plus élevé. On voit que GraphQL Yoga il a une approche un petit peu plus orientée fonctionnelle, notamment avec le pipe, là qui me permet de filtrer les événements qui vont remonter vers mon client en fonction de certains critères que lui m'a peut-être fournis quand il a appelé la souscription. Donc voilà, OK pour les souscriptions, il y a clairement un petit bémol, puisque moi j'aurais préféré rester avec mes WebSockets et que ça marche tout de suite. Bon, clairement il va y avoir un petit boulot supplémentaire. On va maintenant passer au batching HTTP. Alors c'est quelque chose qui a été implémenté d'abord par Apollo Client et Apollo Server. Et ce que ça permet, eh bien, c'est dans ce cas de figure où on a différentes queries GraphQL qui arrivent en parallèle sur notre API. Chacune de ces queries vont être véhiculées dans des requêtes HTTP différentes, et le batching HTTP permet de les regrouper dans une seule et même requête HTTP. Alors, il faut faire attention avec le batching HTTP, puisque du coup, si une de mes 3 queries est très lente, elle va ralentir les 2 autres. Le temps de réponse va être celui de la query la plus lente. Donc bien sûr, on peut configurer Apollo Client pour dire eh bien, telle query, je sais qu'elle est lente, il ne faudra jamais la batcher, etc. Vous vous demandez peut-être pourquoi on fait ça, parce que ça semble un petit peu aller à l'encontre de ce que fait GraphQL d'habitude. C'est-à-dire que GraphQL, je veux afficher un écran, je fais une query qui me ramène toutes les infos pour afficher cet écran. Mais on se rend compte que quand on développe des applications orientées components, eh bien, des fois, pour la maintenabilité du code, il est plus facile de faire des plus petites queries qui vont ramener des informations pour l'affichage d'un composant. Et on va faire comme ça des assemblages de composants qui ont chacun leur query. Donc, pour mitiger un petit peu le fait que du coup, on revient à un mode où on a plusieurs requêtes HTTP, voilà, on utilise le batching. Alors, est-ce que Yoga supporte le batching? Eh bien, en V2, non. Mais bonne nouvelle, la bêta V3 le supporte déjà. Donc, j'ai pu migrer mon batching, enfin, j'ai pu faire fonctionner mon batching HTTP avec Yoga V3. J'ai simplement dû passer ce petit booléen batching à true dans mon create Yoga. Pas besoin de package supplémentaire. Et ce qui est génial, c'est que c'est compatible d'emblée avec Apollo Client. Donc là, c'est plutôt un quick win sur cette migration, on va dire, du batch HTTP. Et il nous reste, eh bien, ces mystérieux résolveurs fonctions génératrices. Bon, on va regarder ça. Donc c'est ce qu'on voit ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ce que sont les fonctions génératrices, je n'ai pas le temps. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ces résolveurs qu'on voit ici, là, donc, ce sont des fonctions génératrices parce qu'il y a une petite étoile devant. Et ensuite, à l'intérieur, on a accès à un mot-clé yield. On pourrait voir ça comme un équivalent du await. Par contre, ça ne va pas s'exécuter comme ça tout seul. Il va falloir un petit framework d'exécution de fonctions génératrices. Donc, une nouvelle fois, il va falloir passer notre schéma GraphQL à la moulinette. Donc là, j'ai une petite fonction wrap generator resolvers. Et elle va détecter les résolveurs qui sont des fonctions génératrices et dire cela, il faut les wrapper et démarrer le framework d'exécution pour pouvoir les faire fonctionner.
désolé. Donc là, oui, je reviens à mon Adot extension de tout à l'heure, mais le fait qu'il ne wrap plus les résolveurs, du coup, pour moi, c'est déjà une chose qui est importante, parce que si mon Adot extension wrap mes fonctions génératrices, eh bien, je ne peux plus les détecter. Bon, petite parenthèse. Alors là, vous vous dites, OK, c'est très bien tes fonctions génératrices, mais ça apporte quoi? J'y viens. On a mis en place ça sur le projet pour différentes raisons. Alors il y a des raisons techniques. On peut faire avec ça de la déduplication au niveau de nos repositories. Donc par exemple, mon petit crud.students.get, si je suis en train de ramener un graphe qui contient pas mal d'étudiants et qu'il est appelé avec le même ID plein de fois en parallèle, eh bien, la requête SQL correspondante va s'exécuter qu'une fois. On peut aussi faire du batching au niveau de nos repositories. Donc s'il est appelé toujours mon même repository, s'il est appelé plein de fois avec un ID différent, eh bien en fait je vais faire une grosse requête SQL qui va ramener tous les étudiants d'un coup. Donc là, effectivement, c'est des choses qu'on peut déjà faire avec d'autres choses qu'on a dans l'écosystème GraphQL, à savoir les data loaders Apollo, et aussi, pas les data loaders, c'est une bêtise, si, la data loader, pardon. Et pour le batching, c'est les... je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Alors, ce qui est pas mal avec ça, c'est que si on fait le lien avec le batching HTTP, nous, on a fait en sorte que notre déduplication et notre batching, ici, avec les fonctions génératrices, ils fonctionnent HTTP request wide. C'est-à-dire que si voilà, j'ai 10 queries GraphQL qui demandent à un étudiant qui sont arrivés dans la même requête HTTP, eh bien, elles vont être batchées ensemble au niveau de la base de données. Mais l'idée principale, surtout, de nos résolveurs fonctions génératrices, ça a été de débarrasser notre code de problématiques techniques qui le polluaient pas mal, à savoir la gestion des transactions PostgreSQL, et puis aussi le fait que quand on utilise des data loaders, par exemple, eh bien, ce sont des dépendances qui sont injectées via le contexte GraphQL. Et si votre code il est sur des résolveurs simples, c'est très bien, mais sur des résolveurs qui font beaucoup de métiers, vous avez besoin de balader vos dépendances dans les différentes fonctions, dans les différents services que vous appelez. Les transactions, c'est un petit peu le même topo. Vous devez vous assurer que tous les repositories que vous appelez, ils s'exécutent bien dans la transaction, etc., etc. Eh bien, nous, grâce aux fonctions génératrices, on a réussi à abstraire tout ça de notre code et à le concentrer sur le métier. Et c'est géré automatiquement par le framework d'exécution de fonctions génératrices. Donc on va zoomer du coup sur la partie justement gestion du pool et des transactions Postgres. Comment on a mis ça en place avec Apollo? Eh bien, déjà, on a dû se servir d'un middleware Koa pour hook le début et la fin de la requête HTTP. Parce qu'il y a un système de plugin dans Apollo Server, mais il ne permet pas de hook la requête HTTP. Donc ce petit middleware Koa, il va chercher un client dans le pool des connexions Postgres, il crée une transaction en lecture seule qui pourra être utilisée par toutes les queries qui ont potentiellement été batchées dans la requête HTTP. Donc ça, c'est que pour les queries en lecture. Deuxième étape, on a mis un plugin Apollo Server pour hook la phase d'exécution des mutations. Voilà, quand on détecte qu'une mutation se démarre, eh bien, cette fois, on va chercher un autre client dans le pool Postgres, un client express pour cette mutation. On va démarrer une transaction qui n'est pas read-only, évidemment. Et la mutation va s'exécuter voilà, dans sa propre transaction avec son propre client Postgres. Alors, le petit souci avec Envelope, avec les plugins Envelope, c'est Envelope, il ne connaît pas HTTP, je vous rappelle. Donc, il n'y a pas de hook qui permette de détecter c'est un petit peu le même problème. Il n'y a pas de hook qui permet de détecter l'arrivée de la requête HTTP. Mais si on fouille un petit peu, on se rend compte que Yoga, il a déclaré son propre type de plugin, qui est un surensemble des plugins Envelope. Il ajoute deux hooks qui sont le onRequest et le onResponse, et donc on va pouvoir faire notre petit plugin usePostgres, se brancher sur le onRequest et le onResponse pour gérer la partie transaction read-only dans laquelle on va faire nos queries en lecture seule. Et puis, on va pouvoir se brancher sur le onExecute pour pouvoir gérer la création d'un client et d'une transaction pour les mutations. Donc voilà la dernière version de mon petit Create Yoga.
avec l'ajout de mon plugin UsePostgres. Alors, cette migration est-elle réussie? Dans le cadre du projet que j'ai utilisé, oui, on peut dire que la migration est réussie. C'est encore un work in progress, ce n'est pas parfait, notamment au niveau des subscriptions. Mais pour le reste, c'est plutôt OK. J'arrive à faire fonctionner mon projet avec le même niveau de fonctionnalité sur GraphQL Yoga. Pour mon front-end, c'est complètement transparent. J'ai vraiment pas eu de choses à changer dans mes front-end. J'ai pu laisser Apollo Client configuré tel qu'il était avant. Moi, j'ai apprécié de pouvoir bénéficier du plugin et du cycle et de leur cycle de vie. Surtout pour l'authentification, ce qui permet de séparer vraiment à la phase je valide mes permissions et ensuite je démarre mon exécution. Et aussi pour pouvoir automatiser, là j'ai pu colocaliser tout le code qui gère mon pool de transactions et mon pool de connexion et mes transactions Postgres. Donc comme je vous disais, le gros bémol c'est les subscriptions. Et puis aussi, je m'attendais à pouvoir peut-être gérer avec Yoga l'extension de schéma. Et en fait, non, je me retrouve simplement à chaîner des maps schémas. Ce n'est pas prévu. Et pour l'instant, il ne prévoit pas vraiment de l'ajouter dans Yoga V3 non plus. Alors, moi, je pense que GraphQL Yoga, pour l'instant, n'est peut-être pas encore viable pour des gros projets qui ont besoin de stabilité. Mais Yoga et Envelope évoluent encore très rapidement, et vont encore évoluer très rapidement. D'ailleurs, c'est assez prometteur. Mais pour un projet de petite taille ou de taille moyenne, où on veut essayer des choses un peu plus modernes, eh bien, je pense que c'est plutôt un bon choix. D'ailleurs, what's next dans GraphQL Yoga V3 ? Le support du batching, on en a déjà parlé. Ils vont supporter out of the box les directives differ et stream qui permettent de flaguer. Vous savez, differ permet de flaguer, par exemple, certains champs quand on requête le serveur. Pour dire celui-là, s'il arrive plus tard, c'est pas très grave. Il y a des infos que je veux récupérer tout de suite et des infos que je veux bien récupérer un petit peu plus tard. Et Stream a un fonctionnement un petit peu plus évolué. Support officiel de Bun pour un maximum de hype, finalement. En Yoga V3, on bascule sur une seule version du package. Comme je vous disais, ils ont arrêté leur délire avec des GraphQL Yoga Node, GraphQL Yoga ceci, cela. Et surtout, elle est beaucoup plus. GraphQL Yoga V3 est beaucoup plus léger que GraphQL Yoga V2. En fait, par rapport à la version d'Apollo qui est utilisée pour déployer plutôt sur les environnements cloud, Yoga V2 était vachement plus gros et Yoga V3 est devenu plus petit. Donc, belle progression à ce niveau-là. Faut savoir que oui, une petite parenthèse, differ et stream arrive aussi, sont aussi supportés par Apollo V4 qui vient d'arriver la semaine dernière. Donc moi je pense que l'arrivée justement de Yoga et de Envelope dans l'écosystème tire tout ça vers le haut. Je pense que ça fait aussi bouger Apollo pour réagir un petit peu à la concurrence. Et, voilà. Un mot avant de terminer sur les mainteneurs de Yoga et de Envelope. C'est The Guild. Ils se présentent eux-mêmes comme un groupe de développeurs open source. Alors ouais, ils ont une approche, je pense, qui est sensiblement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. The Guild, ils ne construisent pas un produit, mais ouais, ils maintiennent des projets open source. Et justement, la particularité de ces projets, c'est qu'ils ne les mettent pas sous une organisation The Guild. Non, ils les laissent. Les créateurs de ces projets restent propriétaires de leurs projets. Leur modèle économique, c'est plutôt qu'ils font de l'expertise dans les entreprises. Et une fois qu'ils ont assez d'argent, eh bien, ils vont jouer avec leur projet open source, quoi. Et voilà, j'en ai terminé. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci Nicolas. Il nous reste 4 minutes pour les questions. Oh là, vous avez faim? Ils sont endormis. Ouais, surtout qu'ils ont faim peut-être. Pas de questions? Bonjour et merci pour la présentation. Je me posais juste une question. On a vu 2 plugins, le plugin pour Postgre et le plugin pour l'Authent. Ouais. Est-ce que tu as pu en croiser d'autres? Est-ce que tu as des exemples d'autres plugins d'utilité qu'on pourrait avoir avec ces plugins?
Oui. Alors les plugins pour l'OTANT et pour Postgres, ça c'est des plugins que moi j'ai implémentés. Et je pense que c'est une bonne manière d'ailleurs d'organiser son code, parce que même si c'est des trucs que tu vas garder dans ton projet, ça permet de mieux déclarer les choses, on va dire. Après, si on fait un tour dans le hub de plugins de Envelope, alors comme je disais, pour l'instant, c'est pas encore hyper fourni, et on trouve surtout les plugins de base qui permettent de construire des choses. Il y en a un que moi j'aimerais bien essayer, voilà, je vais donner un exemple, c'est GraphQL-JIT, qui fait une espèce de compilation de la phase d'exécution pour la rendre beaucoup plus rapide. Parce que quand on se repose sur le moteur GraphQL, il le fait dynamiquement à chaque query, et ça peut avoir un overhead assez énorme quand on résout des gros graphes. Donc je ne l'ai pas essayé, mais je pense que je l'essayerai, surtout pour voir si ça fonctionne avec mes résolveurs génératrices et tout, en fait. C'est ça qui va être hyper intéressant. Avec l'arrivée de Yoga V3, ils vont documenter le fait de pouvoir hook la requête HTTP et tout. Le onResponse et le onRequest, qui étaient plutôt du internal avant, vont devenir officiels, vont faire partie de l'API publique. Et ça, je pense que ça va favoriser l'arrivée de nouveaux plugins qui avaient justement besoin de ça pour pouvoir fonctionner. Mais oui, j'ai pas gardé en tête, mais ça fait vraiment partie de leur roadmap de V3, justement. Et je pense qu'il y a un souci pour eux d'avoir un truc plus fourni dans le hub de plugins. D'autres questions? Ouais, ce sera la dernière. Déjà, merci pour la présentation, c'était top. J'ai deux questions en fait. Ouais. La première, c'est du coup, tu as utilisé les souscriptions avec les WebSockets pour être compatibles ou les server-side events? Et la deuxième, c'était comment tu as trouvé le typing de Envelope du point de vue genre TypeScript? Est-ce que tu as trouvé ça solide? Est-ce que tu as eu des problèmes de typage quoi en fait? Oui. Alors, au niveau des subscriptions, j'ai pu faire un essai avec le Playground avec du SSE, puisque ça fonctionne d'emblée. Mais ça reste dans le Playground, parce que mes applis front-end, il faudrait que je les modifie beaucoup pour que ça fonctionne avec elles. Et je n'ai pas encore fait la remise en place, justement, des subscriptions over WebSocket. Mais il faut que j'essaye. Mais ouais, c'est plutôt fastidieux et tu as beaucoup de boilerplate. Et la deuxième question, les projets Envelope et Yoga, ils sont entièrement développés en TypeScript. Du coup, le typage est hyper bien. Et leur typage est prévu pour être extensible. C'est-à-dire que quand tu crées un plugin, par exemple, tu peux décrire qu'est-ce que ce plugin va ajouter dans le contexte GraphQL. Et tout ça est consolidé au moment où tu appelles Create Yoga ou Envelope pour te faire un typage complet de ton contexte. Donc ouais, c'est plutôt bien fait. Timing, t'es un dieu. 3, 2, 1, c'est fini.